Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le développement est l'affaire de tous. Travailler au plan local en vue d'apporter une contribution significative au développement de la Côte d'Ivoire, c'est la mission que se sont assignés plusieurs candidats en compétition pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Parmi eux, quelques jeunes. Comment faire face aux défis du moment? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Wangui Jean-Xavier. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Vous êtes candidat au municipal 2023. Avec vous, nous allons parler de tous ces nombreux jeunes qui ont la volonté d'apporter leur contribution et qui vont prouver. La première question, c'est de savoir qu'est-ce que ces jeunes peuvent face à la machine de certains partis politiques et certains candidats réputés pour être les vainqueurs à certaines élections. Ok. On a coutume de dire très souvent, on ne fait pas la passe à l'adversaire en politique. Moi, je pense que les jeunes sont des personnes qui... Il n'y a pas de personnes parce que les jeunes réfléchissent moins qu'une personne plus adulte. Voilà, donc nous avons eu ici des personnes qui étaient peut-être un peu du troisième âge, qui avaient plus de 50 ans, qui ont bien dirigé les pays. On a vu aussi des personnes qui sont assez jeunes, qui dirigent très bien les pays. J'ai eu la chance d'être en Corée du Sud, de vivre en France, de faire 2 ans en Belgique, de vivre en Europe et en Asie. Donc je peux voir, vous voyez qu'il y a des jeunes qui prennent la tête du pays. Par exemple, en France où j'ai été, on a vu Emmanuel Macron qui était un jeune qui a pris le pouvoir. Donc, les jeunes peuvent apporter. Et je ne vais pas vous rappeler qu'en Côte d'Ivoire, la jeunesse, c'est la majorité. Nous sommes à plus de 60 à 70% de jeunes en Côte d'Ivoire. Donc, ces personnes peuvent apporter leur appui parce que c'est le moment de donner ce qu'ils ont. Il y a la jeunesse intellectuelle, il y a la jeunesse intelligente. Je pense qu'en la jeunesse, nous avons tout. Parce que la jeunesse, c'est la fer de lance de la politique. Et on s'est rendu compte, avec tout ce que vous dites, parfois le contraire. On se rend compte que dans les partis politiques, pour ne citer que ceux-là, bien des fois, ce sont certains candidats qui ne sont pas jeunes, qui sont proposés régulièrement à chaque élection. Cela au bout de 25 ans. C'est vrai qu'il y a des enjeux stratégiques par rapport à la conquête du pouvoir suprême de l'État. On a vu au sein de certains partis politiques, certains jeunes qui ont voulu donc qu'on organise des primaires pour voir qui serait le prochain candidat à l'élection présidentielle. Parfois, ils ont été mis de côté. Pourquoi c'est ainsi dans certains partis? C'est pour ça que je vous dis, vous imaginez, de 60 à 70% de la jeunesse, normalement dans toutes les couches de la population, au niveau des candidats, on devait constater la même couche de la population s'extrapoler. On allait dire peut-être qu'on a 70% de candidats et on aurait dit c'est parce qu'on a 70% de jeunes. Donc, c'est la même chose, y compris pour les femmes. Donc, nous encourageons les jeunes à venir en politique. Bon, nous avons vu le pouvoir public qui ont essayé de régler la question, par exemple, de l'équité et du genre. Ouais. Voilà. On a imposé 30%. Ça, c'est ça qu'on appelle la politique de la discrimination positive. 30% de femmes au niveau des candidatures. Quand bien même aujourd'hui, on a du mal à pourvoir ces 30% dans les partis politiques, presque aucun n'arrive à faire cette place. Oui, ben finalement, moi, le dernier rapport de la CEI nous montre qu'on a bel et bien ces 30% qui sont là. On les a poursuivis un peu comme ça. Voilà, faut aller les chercher. Ouais. Parce que là, au départ, c'était montré de telle sorte que les jeunes se sont sentis à un moment donné à l'écart de la politique. Ils ont pensé que la politique, c'était l'affaire des autres. Or, la politique, aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. À partir du moment où tu es majeur, tu as dépassé les 18 ans, tu peux t'impliquer dans la politique. Tu peux apporter ton plus pour la politique. Et on voit un peu dans les pays d'Europe, tout se passe bien. Les jeunes sont à la tête du pouvoir et tout se passe bien. Donc pourquoi pas les jeunes? Donc il faut une sensibilisation pour ces jeunes. Il faut leur donner cette opportunité. D'accord, on l'a dit, bientôt il y a les élections municipales et puis les élections régionales. Quels sont les défis pour tous ces candidats jeunes? Prenons le cas de ceux qui sont indépendants, qui vont aller donc compétir. Ils auront en face d'eux d'autres indépendants, mais des partis politiques. Quels sont leurs défis en termes de développement pour pouvoir effectivement tirer leur épingle du jeu? Voilà, je pense que c'est de s'affronter, d'avoir un bon projet de société et pour que les électeurs aient confiance en eux et afin qu'ils puissent parler. C'est vrai qu'effectivement, tout se fait pas à pas. Vous imaginez qu'il y a quelques années, les femmes n'avaient pas droit au vote. Mais aujourd'hui, dans certains pays, elles sont celles qui votent même les plus souvent. Donc, c'est le début. Je pense qu'il faut que les jeunes affrontent, partent en compétition. On a des jeunes qui sont élus aujourd'hui. On a des jeunes qui sont élus aujourd'hui. Vous allez aller dans la commune de Bingerville, et on a des jeunes dont on ne va pas faire citer des noms, qui sont élus.
Donc, d'abord, le fait de poser l'acte de candidature, c'est déjà bien. De rentrer dans les instances du parti, c'est déjà bien. Voilà, moi je suis dans un grand parti, mais j'ai été désigné parmi la liste des conseillers communaux qui iront pour ces élections. D'accord, très bien. Vous prenez l'exemple d'un grand parti également dans plusieurs partis en Côte d'Ivoire. Par rapport à ces élections, il y a certains partis politiques qui ont commencé à mettre les jeunes en avant. Qu'est-ce qui a valu votre désignation, certains jeunes comme vous, pour faire partir d'une liste? Voilà, donc nous sommes des personnes qui sont à la fois, c'est vrai qu'il ne faut pas se limiter juste à la représentativité, il faut travailler aussi sur l'excellence. Je suis une personne qui, depuis tout le temps, depuis mes années d'étudiant, même quand j'étais en Europe, à chaque fois que je revenais, je partais sur le terrain. Je partais près de mes concitoyens pour m'acquérir de leurs problèmes, des réels problèmes politiques qu'ils vivent. On a réussi ensemble à écrire une page politique. Vous estimez que vous connaissez bien la base, les réalités du terrain. Les réalités du terrain. Ça, c'est l'une des premières choses. On a la chance aujourd'hui, nous avons une jeunesse éduquée. Aujourd'hui, nous avons plus de... Avec l'école, le système de l'école obligatoire, ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un jeune de 18 ans qui n'a pas au moins le niveau 3e. Avec la politique qui est arrivée. Dans les années antérieures, c'était un peu le problème. Vous imaginez qu'à la veille de l'indépendance, on se retrouvait avec moins de 20 cadres qui avaient la maîtrise dans un pays. Vous voyez, aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Donc, nous avons des jeunes qui sont à la fois diplômés, qui ont des capacités, qui se réveillent, qui se lèvent. Donc, il faut oser, il faut aller sur le terrain, il faut se porter candidat, être auprès de nos parents, parce que c'est nous qui avons l'énergie, la vigueur. D'accord, vous avez évoqué la question d'être auprès de nos parents, des personnes qui ont besoin du développement. Quels sont les besoins aujourd'hui exprimés par ces populations? Ok, donc ça dépend. Vous avez souvent, nous avons des zones rurales, nous avons des zones urbaines. Ok, moi par exemple, dans la plupart de ma circonscription, nous sommes dans des zones rurales. Donc, après mes tournées, j'ai constaté qu'il fallait l'éducation, la santé. Voilà, les conditions d'accès à l'école. Nous avons des villages où il n'y a pas, en tout cas, d'école. Donc, il faut les aider à construire des écoles. Au niveau du secteur éducation-santé, nous avons problème d'accès aux soins. Vous voyez, vous imaginez qu'il y a des femmes qui parcourent près de 10 à 4 km, de 4 à 10 km pour aller dans un centre de santé. Donc, il y a ce problème. Il y a des problèmes de forage hydraulique, l'accès à l'eau potable. Et en plus, nous avons l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes et l'autonomisation des femmes avec des projets de société. Aider ces femmes-là à se unir en coopérative. Elles arrivent à avoir des activités. Il faut les réunir en coopérative, les appuyer, les aider, leur montrer que nous avons des dispositions de l'État qui les permettent, ou bien des ONG qui les permettent de se financer ou de s'autofinancer. Et après ce point, nous avons aussi les planteurs. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a plusieurs couches de population. Bon, vous imaginez, vous irez aussi dans un village, vous allez voir près de 80%, 60% d'hommes ou de femmes sont alliés à des activités de planteurs ou de culture. Donc vous imaginez qu'il faut les appuyer. Oui. Donc c'est en fonction, il faut cibler. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous parlons de développement local. Donc c'est en fonction des réalités de chaque village qu'il faut cibler. Ça, je vous dis par exemple en campagne, voici quelques problèmes que nous avons. Mais quand vous allez arriver en zone urbaine, vous allez voir ici que nous avons des personnes qui vont se mettre dans les métiers tertiaires. Nous avons des coiffeurs, nous avons des boulangers, des personnes qui veulent se mettre en entreprise. Nous avons des personnes qui n'arrivent pas. Donc, c'est ce besoin-là qu'il faut répondre à ça. Nous allons voir des personnes qui vont à l'école, qui n'ont pas de prise en charge, même pour avoir le minimum, pour avoir accès au centre de santé, à l'école. Il peut y avoir de l'école, mais il n'y a pas de moyens, par exemple. La construction d'internats dans les zones cosmopolites. Ça, ce sont des besoins. Parce que si, par exemple, vous allez dans une zone, par exemple, je cite un quartier à Cocody, où il y a des écoles partout, vous n'allez pas venir construire des écoles. Le besoin ne se présente pas là. Le besoin ne se présente pas là. Donc, vous allez peut-être plutôt voir des étudiants qui dorment dans des amphis. Et ça, c'est ce problème-là qu'il faut régler. Donc, c'est par secteur. C'est par secteur. Et je vous donne, entre guillemets, quelques besoins de nos populations, réellement. Et il faut aussi que l'administration se rapproche beaucoup plus du terrain. Parce que nous avons ici une déconcentration et une décentralisation qui doit être parfaite. Avec les collectivités locales, avec les sous-préfectures. Donc, il faut que des personnes qui arrivent à porter la voix
en tout cas vraiment de l'État, du gouvernement, assurer la continuité de l'État auprès de nos concitoyens pour pouvoir les aider. Si tous ces besoins que vous avez égrenés sont vus par la plupart des candidats, cela voudrait dire que quel que soit celui qui est élu, le développement continuera, ça marche en principe. Justement, et qu'il faut que le débat politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire se réunisse sur les besoins réels des populations plutôt que sur l'identité, si je suis de tel village et autres. Très bien, merci Wangui Jean-Xavier. On a eu du plaisir à échanger avec vous sur les questions politiques, surtout sur les élections prochaines. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup et j'espère que je vous inviterai à ma victoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.